On démarre, effectivement. Donc, bonjour pour qu'on puisse tenir le timing. Donc, bonjour tout le monde. Je vous souhaite, au nom de Promamec et tous les panélistes, ainsi que mon collègue, Dr Nabdallah Abd Nasser, la bienvenue dans ce webinaire. Donc, je vais juste vous donner un peu le contexte rapide dans quel sens nous avons fait ce webinaire. Le webinaire, il s'inscrit dans notre université d'été que nous avons organisé sous le signe de l'innovation cette année. Donc, il y a eu plusieurs événements et parmi ces événements, le thème d'aujourd'hui. Donc, le thème principal de notre université d'été cette année, c'est l'innovation au cœur de la santé dans le nu normal. Si on parle de la nouvelle normalité compte tenu du contexte de Covid et regard croisé d'experts professionnels de la santé. Ce que nous avons souhaité au travers de ce webinaire et des autres webinaires, c'est vraiment réunir les experts, les experts de la santé, plusieurs experts de la santé que nous avons dans différents domaines au Maroc, fierté de l'expertise nationale marocaine, et les amener à partager avec leurs collègues et leurs confrères ici au Maroc et à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons plusieurs confrères qui viennent d'Afrique aussi, qui se joignent à nous aujourd'hui. Partager les bonnes pratiques en termes d'identification, ce que j'appelle identification et le sourcing des innovations, de ce qui se fait de mieux, mais accompagner son adoption et sa mise à disposition au profit de tous les professionnels de santé au Maroc pour mieux soigner les patients en toute sécurité. Donc, il y a vraiment cette question de quelles innovations existent et comment peut-on faciliter leur adoption dans le contexte de nos économies, qu'elles soient au Maroc ou en Afrique francophone. Alors, sans tarder, je souhaite présenter rapidement le panel de ce thème aujourd'hui qui va concerner la télémédecine, ô combien un thème d'actualité. Et nous avons vu l'importance de la télémédecine, que ce soit pour la médecine publique ou privée dans le contexte de Covid-19, et ça va s'accélérer. Donc, nous avons avec nous le plaisir d'avoir professeur Tawfiq Ziwa qui se connecte d'Allemagne aujourd'hui, qui est professeur radiologue, exerçant au centre de radiologie Victor Hugo. Professeur Ziwa a de très longues années d'expérience de pratique dans les hôpitaux de France, notamment l'hôpital de France Val-de-Grâce, et ancien spécialiste de l'imagerie en imagerie thoracique et ancien radiologue des hôpitaux militaires des Forces armées royales au Maroc. Il est actuellement praticien, il dirige le centre de radiologie Victor Hugo. Nous avons également, on passe de Marrakech vers Rabat, avec Dr Chihab Ben Moussa, qui est médecin spécialisé en radiologie diagnostique et thérapeutique et imagerie médicale. C'est un ancien attaché des hôpitaux de Nancy aussi, qui a une pratique internationale et qui est actuellement directeur du centre de radiologie de Rabat. On revient vers Marrakech cette fois-ci, qui est en force aujourd'hui, avec notre cher professeur Brahim Amhzoun, qui est professeur, qui détient un PhD, qui a également exercé dans les hôpitaux militaires au Maroc, qui est chirurgien cardiovasculaire aujourd'hui dans une clinique privée de Marrakech. Nous avons également notre ami Dr Mohamed Saïd Belkadi, qui est aussi toujours à Marrakech, hein, à dire qu'on aurait dû organiser ce webinaire à Marrakech, mais comme c'est un webinaire, on peut être un peu partout. On aurait tous aimé être à Marrakech, qui est médecin spécialiste en santé publique, directeur d'hôpital de l'école des études en santé publique. C'est Dr Belkadi est très connu et un des experts reconnus de la télémédecine au Maroc. Nous avons également notre partenaire, M. Hakim Timanit, qui est directeur régional à Milan-6, notre partenaire de solutions, tout ce qui est solution de Paxris pour les centres de radiologie. Et je termine par mon ami Dr Abd Nasser Ben Abdallah, qui est co-modérateur avec moi aujourd'hui, qui est notre spécialiste Ethicon, superviseur responsable de la formation Ethicon, qui est une des marques je dirais, mondiales en termes de chirurgie viscérale et notamment connue par le fil de suture Ethicon. Donc, Mounir Chouqi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur marketing à Promamec et je suis un des co-modérateurs de ce webinaire. Alors, sans tarder, nous allons commencer. Nous avons structuré avec mon ami Ibn Abdallah ce webinaire autour de trois axes. Le premier axe, nous allons, avec Dr Belkadi, parler du cadre réglementaire et les principaux usages de la télémédecine, parce qu'aujourd'hui, la télémédecine, elle est vaste. Nous avons besoin, dans un premier temps, de la définir et définir les principaux usages de la télémédecine et dresser le cadre réglementaire qui régit la télémédecine, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, avec Dr Belkadi. Ensuite, nous allons partir vers nos amis les spécialistes, les radiologues et les cardiologues dans le panel pour nous parler de leurs attentes vis-à-vis de la télémédecine.
Et nous terminerons par voir les solutions technologiques, ce que nous appelons les enablers, c'est-à-dire quelles solutions devrions-nous mettre en place techniquement de bout en bout pour mettre en place les différents usages qui seront présentés au cours de ce webinaire. Là, on reviendra sur Dr Belkadi et notre ami M. Hakim. Alors, sans tarder, je vais commencer par la première question. Donc, je vais vous céder la parole, Dr Belkadi. Pourriez-vous définir les principaux usages de la télémédecine en préopératoire et post-opératoire et surtout donnez-nous des exemples pour les secteurs publics et privés pour voir un peu la différence entre les deux. Mounir, tu me donnes la main pour le Oui, je t'ai donné la main. partage. Oui, je t'ai donné la main. C'est très bien. Très bien. Donc, en tout cas, pour ma part aussi, bonsoir à tous les panélistes et à tous les participants à ce webinaire. Je tiens à remercier Promamec pour le choix de la thématique qui est ô combien, je dirais, utile et pertinente pour surtout que nous vivons aujourd'hui une période particulière de crise sanitaire où la médecine, la télémédecine est devenue justement plus intéressante, plus qu'un titre. Avant de parler justement et définir la télémédecine et donner des exemples, je dois dire qu'aujourd'hui, j'essaie de passer la diapositive. Ouais, ouais. Voilà. Et ça passe pas. C'est toujours la technologie qui fait. En bas à gauche pour passer. En bas à gauche, tout à fait. En bas à gauche. Alors, pardon, je vais faire. Excusez-moi. En mode présentation. Voilà, très bien. Aujourd'hui, nous assistons à une véritable révolution numérique dans tous les secteurs de la vie sociale, ce qui va certainement être un véritable levier d'accélération sociale. Qu'aujourd'hui, la transformation digitale met à la disposition des citoyens des données, des services, des applications permettant d'améliorer leurs conditions de vie et également sur le plan administratif, sur le plan de la santé et de l'éducation. Et aujourd'hui, le secteur de la santé n'échappe pas à cette dynamique et la télémédecine devient un maillon incontournable pour l'émergence du secteur de la santé. Là, qu'est-ce que c'est la télémédecine? La télémédecine, c'est tout simplement une pratique médicale, seulement qui est réalisée à distance, en ayant recours aux technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, la télémédecine a pour ambition de faciliter l'accès aux soins. Son opérationnalisation s'appuie sur les systèmes d'information en santé, type système d'information hospitalier, dossiers personnels informatisés ou partagés, et sur l'usage d'objets connectés, des applications mobiles d'automesure et de plateformes web qui sont au service des citoyens. Les principaux usages de la télémédecine. Alors aujourd'hui, même le cadre législatif au Maroc a reconnu à la télémédecine 5 actes qui sont autorisés désormais par un contexte juridique que je vais détailler après. Nous avons la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale. Je vais détailler un peu. La téléconsultation, aujourd'hui, la téléconsultation, c'est une consultation médicale réalisée à distance par un généraliste ou un spécialiste en présence d'un professionnel de santé. Et ça, c'est la spécificité marocaine, justement, qu'on va discuter après. Également, nous avons la téléexpertise. C'est un acte entre deux professionnels. Aujourd'hui, la téléexpertise est très intéressante pour optimiser les soins de santé et optimiser surtout les ressources humaines dont on dispose eu égard à la pénurie des médecins. Ce qui fait, c'est un professionnel médical, médecin, qui sollicite un autre collègue pour un avis. Ça peut être asynchrone comme synchrone. Et le médecin requis rédige un compte-rendu et puis fait un retour. C'est ce qu'on appelle, en termes de santé publique, une contre-référence. La télésurveillance, et là, elle a démontré son intérêt, notamment lors du confinement, c'est un peu le télésuivi des patients à distance. C'est un télésuivi
notamment qui trouve son compte pour les maladies chroniques, les maladies cancéreuses, et toutes les maladies peuvent s'apprêter moyennant un protocole adapté. D'autres, justement, actes, c'est la téléassistance. Téléassistance, ça permet dans les systèmes où il y a des pénuries de ressources humaines, notamment médicales, de réaliser un acte technique avec le soutien d'un confrère à distance. Et c'est ô combien intéressant pour le système de santé. Et puis enfin, la régulation médicale, qui aujourd'hui n'est autre que la pratique des SAMU, et au Maroc, en faisant appel à 141 comme numéro unique. La pratique, des exemples de pratique. La pratique de télémédecine dans le secteur public et privé, elle n'a pas la même connotation. Chaque secteur a ses spécificités et ses attentes. Quand on voit le secteur public, son approche est une approche collective de santé publique. C'est un ensemble de médecins qui doivent, moyennant des soins coordonnés, travailler ensemble. Et la télémédecine est censée y apporter une solution aux déserts médicaux, à la pénurie des ressources humaines, à l'accessibilité géographique des populations éloignées et cloisonnées. Par contre, par rapport au secteur privé, l'approche est une approche qui est individuelle, basée essentiellement sur les téléconsultations et le télésuivi des patients d'un praticien. L'avènement de la COVID-19 a encouragé, bien sûr, les médecins privés à user de la télémédecine, mais malheureusement, il s'est avéré que nous n'avons pas de plateforme professionnelle et aux normes. Ils ont eu recours plutôt à des petits moyens de fortune, comme le WhatsApp, le Skype, mais il y a d'autres collègues qui ont utilisé d'autres moyens. Quelques exemples, quelques initiatives. Au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives, mais qui sont sans lendemain. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la première initiative de téléconsultation qui a démarré bien le Covid en 2018. C'est celle réalisée par la Société marocaine de télémédecine dans des douars très éloignés de l'Atlas, où des collègues de Casablanca, spécialistes, encadraient une téléconsultation en présence d'un professionnel de santé à travers des dispositifs médicaux qui ont été choisis et mis à disposition. Et là, ça a été concluant. Deuxième exemple que je connais très bien, pour l'avoir justement initié et l'encadrer, c'était en 2019, où il y a eu une mise en place d'une plateforme de télésuivi obstétrique des femmes enceintes dans la région de Marrakech-Safi. C'est une plateforme de télésuivi pour réduire les inégalités de la prise en charge des femmes enceintes entre milieu urbain et rural, détecter les grossesses à haut risque à un stade précoce et motiver les femmes enceintes à devenir actrices de leur suivi de grossesse et pallier à la rareté de ressources humaines, médecins, sages-femmes et infirmiers. Et les exemples d'initiatives du secteur privé, là, lors de la période de confinement, nous avons assisté à deux initiatives louables. D'abord, une initiative autorisée par le Conseil national de l'ordre des médecins, qui consiste à pratiquer des consultations gratuites de télésuivi des patients atteints des maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle, des maladies cancéreuses, des personnes âgées et des grossesses. Et la deuxième initiative, c'était l'initiative de création d'un portail conseil médical en ligne assuré par une trentaine de médecins spécialistes bénévoles. Voilà quelques exemples de la pratique télémédecine. Ce n'est pas exhaustif. Il y a pas mal d'expériences, justement, que je n'ai pas citées. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Belkadi. Donc, rapidement, sur les 5 usages que vous nous avez présentés, la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale, la différence entre justement public et privé, le fait de la nature des missions du public et du privé, et effectivement le fait que le Covid-19 était une opportunité exceptionnelle pour que le secteur privé accompagne justement le public par rapport au Covid-19, et ce qui était excellent. Alors justement, par rapport à, on se pose toujours la question sur le plan réglementaire, est-ce que y a-t-il quelque chose, qu'est-ce qui est autorisé et n'est pas autorisé? S'agit-il tout simplement de développer une application mobile ou mettre en place une plateforme pour faire de la télémédecine? Donc la loi, il y a une loi qui est régie. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez des principaux usages autorisés parmi les 5 catégories que vous nous avez présentées. Que peut-on nous faire ou quelles sont les choses qui sont en cours de légifération par rapport à la télémédecine? Bien.
Donc, pour le cadre juridique, il y a un cadrage juridique qui a le mérite d'exister depuis 2018, depuis 2000, déjà 15, où la loi 131-13 qui organise l'exercice de la médecine au Maroc fait appel déjà par de la télémédecine comme étant une activité, une activité médicale. Et les modalités d'organisation et surtout d'autorisation pour pratiquer la télémédecine. La télémédecine, aujourd'hui, elle est soumise à autorisation. Il faut un projet médical qui soit justement centré sur le patient, qui soit accepté par l'ordre, pour le conseil de l'ordre des médecins, avec usage d'une plateforme, je dirais, normative pour qu'on puisse faire de la télémédecine. Également, il y a le décret 218-378 qui est rentré en vigueur en 2018 et qui délimite les contours réglementaires de tous les actes de télémédecine, que je vais détailler un peu plus bas. Et puis, il y a la loi 09-08 qui est relative à la protection des données personnelles, qui permet justement et qui évite qu'il y ait des dérives dans ce domaine, parce que des données médicales ne peuvent pas circuler dans des plateformes, je dirais, qui sont utilisées par les réseaux sociaux et qui ne sont pas sauvegardées et autorisées par la CNDP. Nous avons un organisme au Maroc qui protège les données médicales et qui agrée les plateformes d'hébergement. Alors, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que c'est bien d'avoir un cadrage juridique, mais il y a des insuffisances. Il est vrai que la réglementation, elle est claire, elle protège le patient et le praticien contre les dérives, mais elle reste incomplète, car elle ne prévoit pas une tarification des actes. Et là, dans le secteur privé, ça, c'est indispensable. Et également, il ne prévoit de remboursement. Il ne prévoit pas de remboursement. Donc, ça n'encourage pas justement l'adoption de la télémédecine dans le secteur privé. L'obligation de présence d'un professionnel de santé auprès d'un patient pendant tout acte de consultation qui est exigé par la loi constitue un frein au développement de la téléconsultation dans le secteur privé. Si c'est une condition sine qua non, donc le secteur privé ne peut pas se permettre, sauf si, en discutant avec les confrères, avec le Conseil national de l'ordre des médecins, et qu'on trouve des initiatives, comme on a vu dans d'autres pays, comme la participation des pharmacies d'officine, qui peuvent jouer le rôle d'intermédiaire pour justement accéder à une consultation à distance, ou les professions libérales, sages-femmes, infirmiers et autres. Il est tout à fait normal pour faire de la télémédecine, d'abord un projet autorisé et tout, mais ce n'est pas suffisant. Parce que également, il y a des prérequis. Et ces prérequis sont indispensables. Aujourd'hui, faire de la téléconsultation, téléexpertise, nous avons besoin de partager un document médical. Il faut tracer non seulement la prise de décision, mais aussi le déroulement de la consultation. Par conséquent, faire de la télémédecine et la réussir, ça demande la mise en place de systèmes d'information hospitaliers, ça en tout cas pour les hôpitaux, avec un dossier médical du patient informatisé au niveau des hôpitaux, au niveau des cliniques, mais également dans les cabinets, des logiciels métiers pour justement tracer et stocker les informations médicales. Aujourd'hui, on parle de carte de santé numérique. Ça serait intéressant qu'il y ait un passeport santé, un dossier médical personnel partagé qui puisse être un peu, justement, c'est pour faire des références, on transmet d'abord le dossier médical du patient. Et puis, nous avons besoin de plateformes de télémédecine normalisées, autorisées par le ministère de la Santé et des de solutions informatiques complètes, répondant aux besoins des actes de la télémédecine. Pas uniquement la téléconsultation, mais tout le background. Et bien sûr, s'assurer que l'hébergement des données personnelles dans des plateformes agréées par le CNDP. Alors, d'autres prérequis, aujourd'hui, pour faire une bonne téléconsultation ou un télésuivi, il faut s'équiper d'une vidéotransmission, mettre à jour les équipements informatiques et s'abonner éventuellement quand il y aura des prestataires de services, le cas échéant, à des plateformes de télémédecine pour assurer les actes de consultation dans des conditions sécurisées. Et puis, s'équiper en un ou plusieurs appareils médicaux connectés dans la liste des équipements par spécialité. Et là, certainement, les collègues qui sont autour du plateau vont parler des dispositifs utiles, parce qu'on ne peut pas faire des télésuivis uniquement par l'anamnèse.
allez, est-ce que tu vas bien ou tout. Non, il faut peut-être aller dans des mesures où carrément, pour des pathologies chroniques, des pathologies lourdes, aller dans des mesures justement de constance qui doivent être partagées avec le médecin. Et là, aujourd'hui, les objets connectés peuvent faire la. Également, comme j'avais dit, il faut un projet médical de télémédecine qui cible les priorités et l'intérêt du patient et qui respecte les règles éthiques et déontologiques et faire autoriser ce projet par le ministère après audit de conformité. Donc, clinique qui demain souhaite faire de la télémédecine doit passer par tout ce processus et exprimer ce projet. Prévoir une tarification des actes de télémédecine, le remboursement dans les nouveaux textes et trouver des solutions innovantes à l'obligation de présence d'un professionnel. Voilà ce que je voulais dire par rapport à justement à ces exemples et ces prérequis surtout pour faire de la télémédecine. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Belkadi. C'est vrai que vous avez parlé sur le plan réglementaire des différents freins et obstacles. Et donc, notamment, je note effectivement un des freins qui me paraissait qu'il faudrait absolument légiférer dessus, c'est la présence d'un professionnel de santé pendant l'acte de télémédecine. Donc, c'est quelque chose effectivement que vous avez parfaitement souligné et vous avez beaucoup renforcé, plus les autres aspects effectivement sur le plan informatique et la mise en place. Je me rappelle récemment, on a travaillé sur un projet vu que le Covid et les médecins à l'étranger ne pouvaient pas plus voyager au Maroc à cause des restrictions de leur pays d'origine, à faire de la téléexpertise à distance sur des opérations de cardiologie par exemple, où vous avez un procteur, un expert à l'étranger et qui suit pendant une opération dans une salle de cathétérisme avec une transmission vidéo de la vidéo et du son et des gestes du cathétériseur face à son patient vers la plateforme qui est à l'étranger. Et effectivement, les contraintes techniques paraissaient simples, mais c'est loin d'être simple. Vous avez la problématique de connectivité Internet, où il faut avoir une bonne connexion fibre ou 4G. C'était parce que si vous perdez le fil avec votre médecin dans telle expertise à l'étranger, bah, ça va avoir un impact sur l'opération. Vous avez la problématique de transmission. Donc, c'est effectivement des solutions qui paraissent simples, mais quand même qu'il faudrait tester. Et je vous dis même, entre parenthèses, trouver le câble pour faire la traduction entre le DVI et l'USB avec une espèce de spéciale, c'était un peu compliqué à chercher pendant le Covid-19. Et donc, effectivement, c'est des choses très importantes, c'est des prérequis qu'il ne faut pas négliger pour le faire, mais encore que le besoin, il est là et on a absolument besoin de faire de la télémédecine, soit pour la téléexpertise, soit pour le télésuivant, notamment des patients diabète ou des patients qui sont atteints des problématiques d'hypertension, par exemple. Merci beaucoup, Dr. Belkadi. Je passe la main à mon collègue, Dr. Ben Abdallah, pour continuer. Tu enlèves le mute. Tu enlèves le mute. Très bien. Tu enlèves le mute. Voilà, parfait. C'est bien, docteur Abnas. On t'entend. Alors, bonjour, chère présence. Donc, ma deuxième partie, donc, je vais aborder la deuxième partie pour mieux éclairer la place et la faisabilité de la télémédecine, surtout en cardiologie et radiologie. Donc, la discussion dans cette partie sera focalisée sur les indications, les attentes, les besoins des actes de la télémédecine. Et pour commencer, je passe la parole au professeur Ziwa. Donc, cher professeur, en tant que centre de radiologie privée, quels sont les principaux usages de la télémédecine? Merci, merci Simonir, merci pour nous avoir invités. Ben, écoute, tout d'abord, il faut définir ce que c'est que la téléradiologie, parce que la téléradiologie fait partie de la télémédecine. Il ne faut pas confondre la téléradiologie et la télémédecine. Alors, la téléradiologie, c'est la première qui est apparue en 2004-2005, c'est une filière de cette télémédecine. Et la téléradiologie consiste à la pratique de l'imagerie médicale, c'est-à-dire la réalisation des examens radiologiques, à savoir radiostandard, mammographie, échographie, IRM et scanner, qui seront réalisés par des techniciens qualifiés dans des structures sanitaires et qui seront transmis via un réseau informatique sécurisé vers un radiologue dans un coin pour interpréter ces images. Et le radiologue, il va interpréter ces images selon un protocole bien défini, selon la clinique du patient et donc selon une nomenclature et selon un protocole qui est international requis par la plateforme. Alors aujourd'hui, oui, on est au Maroc
vont poser la question, est-ce que, en tant que télémédecine, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la télémédecine au Maroc, elle est réalisée comme il faut. Pour réaliser la téléradiologie au Maroc, il faut répondre à plusieurs critères que nous trouvons. Tout à l'heure, Dr Belkacem Saïd, et je le remercie infiniment, il a parlé de la loi. La loi, elle existe. Mais est-ce qu'on l'applique dans la téléradiologie? Non, on l'applique dans les caravanes. C'est-à-dire, on autorise des campagnes d'aller faire de la télé quand ils vont faire c'est-à-dire une caravane médicale, mais jamais, jamais on a aujourd'hui un projet. Pour faire de la téléradiologie, il faut un projet de loi qui fait intervenir, qui préquirit, premièrement, le ministère de la Santé, l'ordre des médecins, l'enseignement et tous les responsables et les autorités compétentes pour délivrer ces autorisations. Parce que, premièrement, il faut avoir des infrastructures qui peuvent disposer des moyens pour faire cette télémédecine. Il faut avoir des réseaux qui peuvent sécuriser les données personnelles des patients. Et il peut avoir aussi des radiologues qui possèdent cette plateforme informatique pour interpréter. Je pense qu'aujourd'hui, oui, le Maroc, il a besoin de cette plateforme et le Covid s'est imposé aujourd'hui comme un système d'alarme pour développer cette téléradiologie ou cette télémédecine, notamment avec la pénurie des médecins dans les régions qui ne disposent pas de radiologues et notamment dans les petites villes. Donc, à ce moment, malheureusement, aujourd'hui, vas-y, par exemple, moi je donne juste un exemple. Vas-y aujourd'hui ouvrir un centre de radiologie, faire des machines, faire des techniciens et demander l'autorisation à l'ordre des médecins. Jamais tu auras accédé à faire de la télé-radiologie. Aujourd'hui, tous les centres de radiologie, tous les cabinets, tous les cliniques, tous les centres médicaux doivent disposer d'un radiologue pour faire marcher cette technique, y compris donc les petites villes qui ne disposent pas de radiologue. Donc pour moi, il faut alléger la loi. Il y a des radiologues, il y a des compétences, il y a tout. On a tous les ingrédients pour faire de la téléradiologie au Maroc. Il se fait qu'activer la loi et faire montrer la bonne volonté des responsables au sein du ministère de la Santé et autres ministères pour avancer devant et pour réussir cette technique qui a bien été réussie en France et qui a été débutée en 2004. Je respecte mon temps qui m'a été consacré. Je reviens vers vous. Merci, merci, cher professeur. Donc, toujours dans la même optique et toujours pour la même spécialité, la radiologie privée. La question est pour le docteur Ben Moussa. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la télémédecine? Bonjour à tous. Je vous remercie déjà de m'avoir invité à ce webinaire. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire quelles sont les attentes de la téléradiologie. Donc, ma réflexion va être scindée en trois parties. Déjà, quel avantage va m'apporter cette téléradiologie? Quels sont ses inconvénients, ses risques et ses difficultés? Et enfin, en supposant qu'il y ait une plateforme de téléradiologie installée au Maroc, qu'est-ce que j'attends de cette plateforme? Donc, les avantages, comme l'a dit le professeur Ziwa, la téléradiologie se scinde en deux parties, en télédiagnostic et en téléexpertise. Donc, le télédiagnostic va consister, en tant que médecin radiologue, à organiser à distance et sous mon contrôle la réalisation par un technicien d'un examen de radiologie et de l'interpréter et de rendre compte de son résultat de la façon la plus similaire possible à ce qui aurait été fait dans mon cabinet. Et ceci se conçoit dans trois situations. Soit c'est un problème de lieu, c'est-à-dire nous sommes dans le cadre d'un établissement privé ou public qui est situé dans une région reculée, qui est équipé de matériel de radiologie et sans médecin radiologue sur place pour une raison ou pour une autre. Ou bien pour un problème de temps et de prise en charge rapide, comme dans le cadre des urgences et des gardes, c'est-à-dire un établissement privé ou public, il y a un flux d'examens important. Et comme troisième, ça peut se concevoir aussi quand il y a une structure de santé privée ou publique qui doit assurer un service de garde 24 sur 24 et 7 jours sur 7 pour qu'il y ait un roulement pour la continuité des soins radiologiques. Ces structures peuvent faire appel à la téléradiologie. Alors, maintenant, la téléexpertise. La téléexpertise, donc, elle permet à un professionnel médical de solliciter l'avis
d'un ou de plusieurs radiologues en fonction de leur formation ou de leurs compétences particulières dans une discipline donnée, comme la neuroradiologie, la radiopédiatrie, l'imagerie articulaire ou l'océanographie obstétrique. Et ceci va se concevoir dans le cadre d'un cabinet privé de deux façons. Soit ce cabinet privé est émetteur vers une plateforme de téléradiologie pour demander un avis spécialisé, soit il peut se concevoir en tant que récepteur de cette même plateforme de radiologie s'il se déclare compétent dans l'imagerie d'une spécialité d'organe donné. Alors, donc, à côté de du télédiagnostic et de la téléexpertise, il y a la téléconférence qui, elle, découle des précédentes et qui correspond à un staff virtuel dans le cadre de réunions multidisciplinaires qui permet l'échange et la discussion de dossiers médicaux. Alors, maintenant, ça, ce sont les avantages. Maintenant, quels sont les risques et les difficultés? Les risques et les difficultés, c'est déjà le manque de renseignements cliniques qui sont indispensables à l'interprétation fiable des examens. Alors, la solution serait l'utilisation simultanée du téléphone ou même une visioconférence entre le clinicien et le radiologue. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est la délocalisation de l'interprétation lors de réunions multidisciplinaires. Évidemment, si vous avez une réunion multidisciplinaire, vous avez un radiologue qui est absent et qui ne peut expliquer les images qui sont projetées sur l'écran, ça peut être préjudiciable. La solution est partiellement peut-être compensée aussi par la visioconférence. Alors, il y a aussi un troisième problème, c'est la perte progressive des compétences des radiologues de proximité. Quand vous délocalisez les dossiers les plus difficiles vers un centre spécialisé, ça peut aboutir à une perte de compétences de ces radiologues et également à un désintérêt de leur part. Donc, la solution proposée, c'est effectivement cette même plateforme de radiologie doit organiser à distance des formations pour ces radiologues de proximité. Un autre problème, c'est la disponibilité simultanée de deux correspondants en cas de téléexpertise pour un second avis, par exemple. La solution serait d'envoyer une courte séquence vidéo qui serait lue secondairement quand l'instantanéité n'est pas réalisable. Et le dernier problème, c'est bien sûr le remboursement des actes par les organismes d'assurance maladie. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'attends d'une plateforme de radiologie? Elle doit mettre à notre disposition, il y a des impératifs de qualité, c'est-à-dire une qualité de moyens techniques, une qualité de communication et une compétence et une qualification des téléexperts. À part ça, il y a l'archivage des dossiers et des images des comptes rendus associés qui doivent être sécurisés et traçables. Il y a la formation aux outils de téléradiologie, aussi bien à la mise en service que lors de la mise en route des mises à jour ou lorsqu'il y a des nouveaux téléradiologues qui rentrent dans le circuit de téléradiologie. Et ce que j'attends aussi, c'est une solution de secours. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri de panne informatique et donc il faudrait des solutions de contournement ou de dédoublement de circuits de télétransmission. Et bien sûr, comme cette plateforme va mettre à disposition des téléradiologues des outils informatiques, il faut que ceux-ci soient maintenus et bien sûr qu'il y ait une évolution en fonction de l'évolution informatique. À part ça, il y a le consentement éclairé de patient qui doit être écrit et signé et colligé parce que le patient doit pouvoir choisir librement d'avoir bien sûr recours à la télémédecine ou pas. Il y a le secret professionnel qui doit être avec des dossiers traçables et anonymisés. Et éventuellement, la responsabilité, cette plateforme doit établir les responsabilités de chaque intervenant. Et voilà, je crois que là, j'ai fait un petit peu le tour des problèmes, des inconvénients et de ce que j'attends d'une plateforme de radiologie. Je vous remercie. Merci, je vous ça. Alors, maintenant, c'est vrai que la télémédecine permet le partage d'expertise, procurer des soins à travers différentes régions, permet d'augmenter l'efficacité. Donc, professeur Amzoun, d'après votre expérience en tant que chirurgien cardiaque, quels sont vos principaux usages et indications applicables à votre spécialité? Bon, je remercie déjà pour l'invitation. Je dis bonjour à tout le monde, Mounir et vous-même, Dr. Abdallah.
Donc moi-même, je suis chirurgien cardiovasculaire. Bon, je vais parler un petit peu de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque parce que je pense que la télémédecine permet une application médicale et peut-être chirurgicale, mais en tout cas, pour ce qui est des 5 volets qui existent, pour ce qui est de la télémédecine, que ce soit pour la consultation, le diagnostic, que ce soit pour la surveillance du patient, l'expertise ou bien sûr pour donc le dispatching et tout ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, la télémédecine peut jouer un rôle important en cardiologie, en chirurgie pour tous ces volets. Bien sûr, cette télémédecine, par l'approximation des soins aux patients qui peuvent être plus ou moins éloignés, et par les temps qui courent, comme on le dit, avec le Covid, nous l'avons vécu très sévèrement puisque nous avons vu une diminution importante de l'activité de toutes les hospitalières, aussi bien privées que publiques. Et les patients n'arrivaient plus à atteindre. On a eu malheureusement beaucoup de problèmes de patients décédés ou qui se sont compliqués parce qu'ils ne pouvaient pas venir. On voit bien sûr que la télémédecine pourrait approcher le diagnostic et l'expertise spécialisée auprès des patients qui peuvent être un petit peu éloignés, surtout chez nous dans un pays où la pratique médicale n'est pas aussi démocratisée qu'elle devrait l'être. Bien sûr, la surveillance par la suite de ces patients et donc tous les volets vraiment peuvent être intéressés par la télémédecine. Pour ce qui est de la cardiologie, en fait, comme la maladie cardiovasculaire est la première pathologie dans le monde, on peut le dire comme ça, peut-être, je ne sais pas, peut-être après la conscience, mais je pense que la maladie cardiovasculaire est la première. Pour surveiller rien qu'une hypertension artérielle, la télémédecine est vraiment très importante. Vous pouvez juste avoir les données de pression artérielle de votre patient, adapter son traitement, voir son évolution. Bien sûr aussi, pour tout ce qui est des maladies métaboliques qui vont avec, que ce soit le diabète, le cholestérol et tout ça. Il y a aussi toutes les pathologies liées au rythme, aux maladies coronaires et j'en passe. Pour ce qui est de ma pratique personnelle, donc comme l'a dit le premier orateur, nous avons eu l'habitude, je ne sais pas si c'est malheureux ou si c'est un usage, disons que c'est des moyens faibles, mais je trouve que c'est des moyens qui nous ont permis de démocratiser comme de la télémédecine. Et personnellement, peut-être là, juste avant de vous parler, j'ai dû avoir des nouvelles de 4 ou 5 patients pour adapter un traitement anticoagulant de patients qui ont une prothèse cardiaque et qui ont des anticoagulants qu'on doit adapter tous les jours, toutes les semaines, voire tous les mois. Donc, c'est malheureusement ou heureusement dans notre pratique quotidienne. Pour ce qui est aussi de la première pathologie d'hospitalisation dans le monde, qui est de l'insuffisance cardiaque, particulièrement avec le vieillissement de la population. Donc, la télémédecine permet aussi de soulager les hôpitaux parce que c'est la première raison d'hospitalisation dans le monde. Vous imaginez si on diminue par 2 ou par 3 le nombre d'hospitalisations des patients qui sont hospitalisés, c'est des personnes relativement âgées, pour la plupart, mais bien sûr aussi jeunes, et qui peuvent être hospitalisés plusieurs fois, rien que pour adapter leur traitement quand ils font leur poussée. Et si vous pouvez les suivre en télémédecine, ben, vous soulagez les hôpitaux. Donc, comme vous le voyez, pour ce qui est de la pratique du diagnostic et du surveillance, cela se fait couramment actuellement avec des outils qui peuvent paraître faibles, mais on va dire heureusement que le développement des moyens de télécommunication et des médias sociaux nous ont permis déjà d'utiliser ça et de démocratiser cette pratique qui certainement avec le développement de plateformes qui sont sécurisées, qui sont disons légalement permises par le ministère de la Santé pourrait mettre cela sur un terrain beaucoup plus safe, beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus pour disons pour le dossier médical et tout ça. Mais je pense que les prérequis pour attendre à ça, c'est bien sûr ce que je mettrai moi avant, c'est bien sûr la nomenclature et la rémunération pour ce qui concerne de ces actes-là, parce que c'est le meilleur moyen, c'est-à-dire que nous, on va éviter de passer à la nomenclature LNA parce qu'on va se dire que c'est des dépenses supplémentaires, alors qu'au contraire, cela pourrait soulager et diminuer des dépenses d'hospitalisation pour des patients. Pour ce qui concerne de la chirurgie cardiovasculaire, il y a quelques actes qui ont été faits, surtout l'année dernière, si vous avez vu, il y a un médecin indien qui ont fait des actes de dilatation coronaire par télémédecine et ça avait été une première mondiale et on avait beaucoup parlé. Et je pense que ça, c'est de la téléassistance ou de la téléexpertise. On pourra bien sûr, avec le développement des plateformes et des moyens, pouvoir soigner des gens à distance
Et ces sujets-là avaient déjà, dans les années 90, il y avait eu des budgets énormes pour développer ces moyens médicaux. C'était les Américains et les Français, surtout, je pense, le président Chirac qui avait donné un budget à un professeur de chirurgie thoracique pour réaliser des chirurgies à distance, que je pense qu'à l'avenir, cela va se développer. Mais comme vous le voyez, malheureusement, ce ne sont pas les gens du ministère de la Santé qui développent ça, mais on suit toujours les moyens de communication et le développement des robots et de la communication. C'est ça qui va nous permettre à l'avenir, bien sûr, grâce à l'existence actuelle, des moyens de communication pour pouvoir avancer sur ces sujets. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je reviens vers vous, professeur Ziwa. Donc, le Maroc se positionne de plus en plus comme une plateforme médicale d'excellence, notamment en Afrique francophone. Selon vous, comment la télémédecine peut accompagner les centres de radiologie d'excellence au Maroc pour accompagner les patients à l'étranger? Et quels seraient les prérequis à mettre en place? Merci. Oui, donc je reviens, comme j'ai dit tout à l'heure, premièrement, la téléradiologie au Maroc, est-ce qu'il est bien planifié? Ça veut dire, est-ce qu'il répond aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire de la téléradiologie? Je reviens toujours sur cette question. Il y a beaucoup de lois qui sont en train de sortir, il y a beaucoup de choses qui sont en train, mais on n'a pas encore cerné notre problème et développé la téléradiologie au niveau du Maroc. Comme vous savez, on ne parle pas d'Afrique, on parle juste du Maroc. Les grandes villes disposent de radiologues, mais les petites villes, les environs, l'entourage, il y a des zones rurales qui nécessitent cette téléradiologie. Cette téléradiologie ne peut pas se développer avec le secteur privé. Elle peut se développer qu'avec l'aide de l'État, c'est-à-dire du ministère de la Santé, qui dispose des structures, parce que tu ne trouveras pas dans des régions un cabinet de radiologie loin des grandes structures, mais tu trouveras toujours un petit hôpital, un centre de diagnostic où il y a un service de radiologie qui ne dispose pas de radio. Je pense qu'avant d'exporter un produit vers l'Afrique, qui se trouve aujourd'hui au marché et qui se trouve avec l'investissement de Maroc et l'ouverture des investissements marocains vers l'Afrique, se retrouve, oui, certes, un bon marché pour cette téléradiologie, mais tu ne peux pas vendre un produit que tu n'as pas encore développé chez toi. Parce qu'il faut le cerner sur le plan réglementaire, parce que quand tu vas transporter ton produit vers l'international, il faut qu'il soit serré par un cadre juridique. Ça veut dire que tu dois avoir la confidentialité, le transfert des images, l'assistance dans un bref délai, la présence des urgences. Et il faut savoir une seule chose aussi, que développer la téléradiologie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer les radiologues. Il faut encore former des radiologues pour développer les radiologies. Donc, je pense que l'Afrique aujourd'hui, il s'acharne beaucoup plus vers la France, parce qu'eux, ils ont développé, bon, c'est la France, vous la connaissez, donc en matière de France, c'est la première qui a envoyé l'Afrique. Et donc, depuis 2004-2006, il est là, il a développé cette téléradiologie, et aujourd'hui, il se retrouve avec une structure cadrée, juridiquement et tout. Du coup, quand tu vois vers Dakar, aujourd'hui, on n'a que 50 radiologues. Et donc, les gens ont développé la téléradiologie, mais qui sont en train de se faire avec la France. Oui, certes, nous voulons prendre ce marché et collaborer avec nos confrères africains, mais aussi, tu ne peux pas, comme j'ai dit, exporter un produit que tu n'as pas encore développé. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de rendre un service à la population, déjà, premièrement, et d'échanger les idées et les diagnostics entre les différents radiologues sur des cas et sur des pathologies qui diffèrent selon les régions. Les pathologies en Afrique, ce n'est pas les pathologies qu'on a ici au Maroc. Donc, je profite par ce webinaire donc d'appeler, de faire ce qu'on appelle une solidarité nationale pour faire un projet de loi. Ce projet de loi qui doit nécessiter la réunion de l'Ordre national des médecins pour autoriser à faire ça, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, pour avoir une plateforme et pour avoir un texte de loi qui planifie et qui caractérise les choses. Comme ça, nous, on peut intervenir à l'extérieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, la téléradiologie, ça se pratique, comme j'ai dit tout à l'heure, juste dans les caravanes, dans la télé-expertise pour envoyer à quelqu'un pour avoir un avis et tout ça. Mais je pense pour ouvrir cet effort sur
l'international et en particulier sur l'Afrique, nous comptons bien sur nos autorités compétentes et surtout pour rédiger des lois qui vont cerner cette discipline médicale voilà, qui a trouvé sa place avec le Covid, qui s'impose actuellement et qu'il faut que le gouvernement marocain pense sérieusement parce que quand on a vu ce qui se passe aujourd'hui de la télémédecine, on n'aurait même pas déplacé des gens à l'extérieur pour aller chercher des médicaments. On aurait fait des télémédecines directement à domicile via cette plateforme gouvernementale qui permet de dire avec le patient ne sortez pas, prenez votre médicament, on va vous l'envoyer par DHL, par la poste et pour cela, et on va éviter ce flux massif vers les petites structures sanitaires pour juste recevoir quelques médicaments. Donc, je pense que la télémédecine a beaucoup de sa place et le Covid, sa nécessité. Et je le remercie infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Donc, pour terminer cette partie, une dernière question pour le professeur encore une fois, pour pouvoir bénéficier au maximum des opportunités offertes par la télémédecine, quels sont les prérequis à mettre en place pour votre spécialité? Je vais vous raconter un petit souvenir. En fait, mon premier contact avec la télémédecine était en 1999. Donc, j'étais en fait en train de faire ma formation en tant que résident en spécialité en chirurgie cardiaque et j'étais à Lyon, à l'hôpital cardiologique Louis Pradel. Et dans l'hôpital et dans l'université, il y avait un laboratoire d'informatique médicale. Donc, j'ai fait un diplôme avec eux. L'objectif pour eux était de faire des organigrammes un peu élaborés électroniques pour transmettre des électrocardiogrammes, pas uniquement de chez les patients, mais des ambulances. Par exemple, vous avez un infarctus à la phase aiguë. Donc, pour faire le diagnostic rapidement, préparer la salle, il fallait faire un électrocardiogramme, le transmettre, le recevoir, l'interpréter et préparer la salle pour que le malade soit pris en charge. Donc, pour vous dire, depuis le temps, honnêtement, moi, je trouve que ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux moyens de télécommunication et aux médias sociaux, les choses ont évolué d'une manière extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, les choses à côté vont beaucoup plus vite que ce que nous faisons nous. Donc, moi, le premier requis pour moi, ce serait que ça soit légiféré sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va coûter, qu'est-ce qu'on doit payer. Et c'est la chose vraiment qui va motiver à faire de la télémédecine. C'est-à-dire on peut légiférer sur le plan légal autant que vous voulez. Si vous venez, que vous dites au médecin, vous faites un acte de télémédecine, vous êtes payé tant, le patient va payer tant et vous y gagnez, chacun y gagne, ça va se développer à vitesse grand V. Surtout que maintenant, il y a du Wi-Fi partout, il y a du câble, il y a des moyens électroniques, vous pouvez avoir un ordinateur. Les plateformes, je pense que ce n'est pas ce qui est difficile. La plupart des cliniques ont un système d'informatique médicale, un dossier médical chez nous. Donc rapidement, vous pouvez avoir un dossier médical personnalisé. Vraiment, les moyens sont présents. Il faut juste que ça soit clair au niveau de la pratique. C'est-à-dire qu'un médecin a besoin d'être payé, être sûr que son acte va être… Voilà, le patient, il sait qu'il y aura un service. Et je pense que c'est le prérequis essentiel. Après, tout ce qui est des outils, moi, je vous parle juste de la cardiologie de tous les jours, diagnostic, transport. Je vais pas aller vous parler de robots, de téléexpertise, d'actes télémédecine par assistance. C'est encore beaucoup plus élaboré. Si nous faisons ça, nous allons faire avancer la pratique médicale dans ce pays très, très vite. Et j'en suis certain. Je vais revenir juste une dernière chose sur la téléradiologie parce que ça m'intéresse énormément. Le premier pays à avoir développé de la téléradiologie, c'est les États-Unis d'Amérique. Et pourquoi ils l'ont développé? C'est toujours pour un intérêt matériel. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font faire des scanners chez eux par des techniciens. Donc, au lieu de former un médecin en 17, 18 ans pour qu'il fasse de la radiologie, on forme des techniciens en Inde, aux États-Unis. Donc, il faut faire un technicien, il a 5 ans de formation, 4 ans. Il va faire un acte de radiologie médicale. On va prendre ce dossier médical selon un protocole et on va le transporter en Inde. Donc, si l'interprétation nous coûte, par exemple, $1000 aux États-Unis, elle va nous coûter $100 en Inde. Regardez comment ils réfléchissent, alors que c'est le pays le plus développé au monde. Après, ils vont faire une interprétation de tous leurs actes en Inde. Ça va leur coûter 10 fois moins cher. Donc, l'intérêt médical, le coût, et donc, tant qu'on n'est pas dans une logique commerciale, malheureusement, on n'avancera pas. Donc, quelle que soit la technologie que nous avons, et la technologie est là. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup. Bon, merci à la chère présence. Simonil, je vous passe la parole pour la troisième partie. Alors, très bien. Après avoir parlé du cadre réglementaire et des principaux usages de télémédecine, et ensuite le point de vue de nos amis
utilisateurs, radiologues et chirurgiens cardiaques, nous allons maintenant s'atteler à la solution technologique, les enablers de bout en bout, pour permettre justement à cette télémédecine de se mettre en place. Et je garderai, je dirais, deux éléments fil conducteurs de ce qui était aussi dit. C'est d'abord, un des facteurs clés de succès, c'est le modèle économique, que ce soit pour le patient, que ce soit pour les praticiens, ça c'était important. Il faudrait effectivement discuter modèle économique par rapport à ça. Et deuxième élément, si on souhaite exporter un vrai savoir-faire dont nous avons au travers nos experts de la santé, il faudrait déjà mettre en place la téléradiologie au niveau du Maroc, la tester, la faire qu'elle fonctionne avant de pouvoir l'exporter. Effectivement, c'est l'approche, j'exporte quelque chose qui fonctionne chez moi d'abord. Et ça, c'est un élément aussi qu'on gardera. Alors, la première question pour le Dr Belkadi, donc sur le plan de la solution technique de bout en bout, quelles sont les composantes clés nécessaires pour opérationnaliser les principaux usages de la médecine? Et j'aurai une question, mais ça, je vais la laisser, qui me passionne, mais je vais la laisser pour la partie questions-réponses, comme on est à court de temps. Alors, justement, pour les solutions technologiques, pour les différents usages de télémédecine, c'est un peu exhaustif, mais chaque composante de la télémédecine, chaque acte nécessite justement des techniques particulières. Par exemple, si on s'intéresse à la téléconsultation, cela demande une solution informatique, full web, qui gère les profils, les besoins du médecin pour pratiquer justement cette téléconsultation, gérer les rendez-vous, mais en même temps prendre en compte prendre en compte les informations civiles et médicales, mais surtout doit être doté de modules de prescription et de facturation et d'édition de feuilles de soins, pour que ça soit pratique et proche justement du praticien. Notamment pour le télésuivi, cela demande également la mise à disposition, selon les pathologies, de dispositifs médicaux connectés. Et là, il faut le choisir en fonction justement de la pathologie. Pour la téléexpertise, aujourd'hui, pour faire de la téléexpertise dans tous les domaines, et là, on a bien écouté la téléexpertise dans le domaine de la radiologie également, il faut absolument qu'il y ait un partage de dossiers patients. Il faut également que les gens qui collaborent doivent être mis dans un réseau, pas un réseau WhatsApp, mais un réseau Facebook, mais c'est un réseau professionnel, social, professionnel de santé. Ce réseau met en commun l'ensemble des médecins qui peuvent justement partager des dossiers et exprimer leur expertise. Notamment, ces réseaux, quand ils sont publics, ils peuvent intégrer justement les réseaux, les médecins privés, et à travers des réseaux coordonnés de soins. Pour la téléradiologie, il y avait les experts qui en ont parlé, mais aujourd'hui, les hôpitaux qui souhaitent faire de la téléradiologie doivent avoir des plateaux techniques qui disposent d'un RISPAX pour le stockage et le partage des images en vue d'une téléexpertise et éventuellement des actes téléguidés. Pour la téléassistance, là, il faut bien sûr des plateformes de visioconférence professionnelles pour pouvoir justement guider un acte professionnel. Pour cette partie technique, elle est facile à émettre, mais ça demande une formation professionnelle parce qu'il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de techniques. Donc, il faut former des professionnels de la télémédecine à l'usage des DM connectés et sur le plan technique et professionnel. Bon, et aujourd'hui, nous avons je ne dirais pas une pléthore, mais il y a plus de 300 solutions de télémédecine et de DM connectés. Et donc, la partie, je dirais, commerciale de la chose et marketing de la chose l'emporte sur l'utilité. Il y a beaucoup de gadgets, mais c'est là où les professionnels doivent faire un choix en fonction, bien sûr, des priorités du pays et mettre en place justement une nomenclature des dispositifs médicaux utiles pour transmettre soit un ECG, transmettre une tension artérielle, le pouls, l'oxymétrie et la HF. Et en général, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une tendance à la miniaturisation, parce qu'on a assisté un peu dans l'expérience marocaine qu'il y avait des valises de télémédecine, il y a des gens en France qui parlent de cabines. Aujourd'hui, c'est la miniaturisation. C'est un peu les dispositifs médicaux qui sont sur le marché, qui peuvent être connectés à des iPads, à des tablettes, justement via Bluetooth, et on peut transmettre les données dans le DMP, donc le dossier patient partagé. Et puis, bien sûr, comme notre collègue vient de le dire, le futur proche,
c'est le développement de la téléchirurgie à travers la robotique. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un panorama des offres de téléconsultation et téléexpertise, et ça intéresse pratiquement tous les domaines, cardiologie, dermato et j'en passe. Et aujourd'hui, si je tire l'attention juste par rapport à l'ophtalmologie, aujourd'hui, on peut mener dans un pays une prévention des rétinopathies diabétiques à travers la participation des médecins généralistes et même des infirmiers formés par l'adoption de fonds d'œil à travers des ophtalmoscopes immédriatiques sans médriase et transfert de ces images à des ophtalmos qui peuvent les lire et prévenir justement les complications liées au diabète. Voilà, c'est très utile. Il faut centrer sur les priorités de santé publique, sur les priorités du pays pour justement choisir les dispositifs, mais également le savoir-faire autour. Voilà, cher ami, donc ce que je devais dire par rapport à cette partie des solutions techniques. Excellent. Docteur Belkadi, moi, je note quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le volet miniaturisation. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de valises, de cabines dans lesquelles on peut faire un certain nombre de tests et de diagnostics préventifs, mais miniaturiser effectivement et travailler sur les objets connectés avec ce qu'on appelle les technologies IoT, Internet of Objects, où on peut connecter des objets, ils peuvent communiquer entre eux. C'est assez intéressant effectivement à observer. C'est super. Alors, je passerai la main effectivement à notre ami Monsieur Hakim pour nous parler de, au travers votre expérience dans les différents CHE et cliniques à l'étranger, au Maroc et à l'étranger, quelles sont les principales fonctionnalités de la téléradiologie. Et si vous pouvez nous donner des exemples de solutions que vous avez déployées dans le secteur public et le secteur privé, ça serait très bien. Donc, je vais, si tu peux arrêter le partage, docteur. Oui, pardon. Tout à fait. Ça vient. Voilà. Donc, je vais partager la présentation. OK. Donc, Hakim, je vais mettre ton slide. Voilà. Très bien, on y est. Bonsoir à tous les participants. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation et je salue l'intérêt porté par Promamec de promouvoir les technologies nouvelles. Concernant votre question, je voudrais tout d'abord préciser que la téléradiologie est l'une des applications de la télémédecine qui bénéficie de la plus longue expérience clinique et de la plus grande maturité technologique. La technologie ou la téléimagerie médicale comprend principalement deux fonctionnalités importantes et qui sont le télédiagnostic et la téléexpertise. Ces deux fonctionnalités ont été déjà expliquées durant ce webinaire, mais je tiens à les résumer très rapidement si vous le permettez. En fait, le télédiagnostic consiste à réaliser à distance par un manipulateur un examen d'imagerie et toujours sous le contrôle du radiologue et de permettre au radiologue d'établir son compte rendu de la façon la plus approximative à ce qui aurait été fait en cabinet ou en établissement hospitalier. Et c'est important notamment dans les territoires manquant de radiologues. La téléexpertise, c'est de permettre à un spécialiste en radiologie de solliciter l'avis d'un expert en raison de sa formation ou de sa compétence particulière. Par contre, une autre fonctionnalité et qui n'est pas des moindres, c'est la sécurité des données. Et c'est là que le PACS intervient, car les établissements de santé publics ou privés qui traitent les images médicales à distance comprennent très bien qu'ils ont besoin d'un serveur PACS hautement sécurisé pour assurer en premier lieu la sécurité des données stockées grâce à la technique RAID et aussi de maintenir la qualité de l'image à interpréter à distance grâce à la conformité HIPAA, qui garantit que le traitement, téléchargement et transmission des données cliniques sont protégés. Mais comment tout ça va servir un établissement public ou privé? C'est votre question aussi. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, nous avons un challenge partagé dans le monde entier, qui est la lutte contre le désert médical. Et grâce à la téléradiologie, la notion de désert médical va rapidement devenir toute relative. La présence de manipulateurs en radiologie étant généralement suffisante,
il est tout à fait concevable qu'à l'avenir, dans les territoires où la densité médicale est faible, les patients puissent réaliser leurs IRM et scanners sans qu'il n'y ait de radiologue sur place. Cela permettra sans aucun doute d'éviter une augmentation de délai d'obtention des rendez-vous. De plus, la téléradiologie à grande échelle va permettre d'uniformiser les protocoles de réalisation des examens ainsi que dans la rédaction du compte rendu. D'autre part, permettez-moi aussi de vous dire que la pénurie des radiologues pèse lourdement dans la gestion de la permanence des soins. Là encore, la téléradiologie apporte un gain considérable dans la prise en charge des patients en maintenant une activité dans un établissement hospitalier. En dernier point, je voudrais rajouter que grâce à la téléradiologie, les établissements privés y trouvent leur compte avec une meilleure rentabilité et un retour sur investissement plus rapide. La gestion des plannings aussi, c'est un point important, la gestion des plannings est également facilitée pour les hôpitaux car tout simplement, il y aura moins de gardes hospitalières par radiologue et il y aura moins de repos de garde et par conséquent, il y aura plus de radiologues en activité. Je vous remercie, monsieur. Très bien. Et une dernière question pour vous, Hakim. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la solution technique de bout en bout pour activer la téléradiologie? Si vous pouvez partager 2 études de cas, une d'un radiologue privé qui cherche à fournir une téléexpertise à l'extérieur du pays, qu'est-ce qu'on a besoin en termes de techniques à mettre en place, et un exemple d'hôpital connecté d'un médecin se connectant à distance sur un intranet pour accéder à des images et faire soit une double confirmation, soit tout simplement une expertise à distance, quoi. Effectivement, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs cas à citer, mais nous, en tant qu'éditeurs et développeurs de logiciels, tenons à mettre à disposition des utilisateurs une solution complète qui facilite tout d'abord le travail des médecins. Et comme vous le savez, M. Chawki, dans l'industrie des logiciels informatiques, les solutions de bout en bout, end-to-end, sont de plus en plus à la mode. Et nous employons ce terme en guise d'argument de vente, car les solutions de bout en bout présentent de nombreux avantages pour les clients qui les utilisent. Tout d'abord, cette solution permet d'augmenter la productivité, car les employés n'ont qu'un seul logiciel à maîtriser, d'une part, et sachant que tout le système est pris en charge par un seul fournisseur pour la formation. Et bien évidemment, ces solutions permettent aussi de réduire les coûts. L'entreprise n'a plus besoin de payer pour divers systèmes logiciels, packages et autres licences qui nécessitent par la suite une intégration entre eux, comme vous le savez très bien. De plus, en cas de problème, chose qui arrive souvent, les solutions de bout en bout permettent de résoudre les soucis plus rapidement. Il suffit de contacter un seul fournisseur pour qu'il se charge de remédier à la situation. C'est la raison pour laquelle je pense que les établissements de santé doivent mettre en place une architecture d'archivage mieux élaborée. On parle souvent du PACS, mais on oublie le VNA, Vendor Neutral Archiving, qui est le dispositif le plus approprié pour permettre une réelle interopérabilité entre systèmes d'information hétérogènes. Le principe est de centraliser l'ensemble des informations liées à l'état de santé des patients. Ce type de solution permet d'y intégrer toutes sortes de contenus, même les images non d'iCOM, qu'elles soient sous la forme de comptes rendus d'examen, d'images radiologiques, examens ECG, cet exemple a été déjà donné durant ce webinaire, voire même les photos issues de prélèvements anatomopathologiques. Là aussi, le challenge est d'élargir le champ de la téléconsultation avec des solutions mieux abouties, toujours sous le principe du bout en bout. Et là, le développement de la solution télésanté, le téléhealth, est plus qu'une nécessité.
D'ailleurs, pour moi, c'est le défi que les décideurs vont devoir relever durant les prochaines années. La solution télésanté, pour moi, constitue un formidable instrument, car tout d'abord, elle permet de rapprocher les soins du domicile en reliant les patients à leur équipe de soins, souvent au moyen de la visioconférence, mais encore mieux avec des valises connectées. Vous avez déjà parlé de ça, M. Chawki, les valises connectées incluant tous les appareils de premier secours. Encore, je dirais que les services de télésanté peuvent être adaptés aux besoins des patients et selon chaque spécialité, et qui permet au bout du compte de faciliter l'accès aux soins spécialisés, de réduire les déplacements et aussi d'abréger les délais d'attente. Enfin, il y a encore un autre point, c'est que la télésanté contribue également à rendre les soins plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il faut penser à ça, chose qui est très importante, ou même à celles qui ne peuvent pas s'absenter du travail. Elle a aussi un intérêt, elle a aussi pour intérêt de suivre les personnes atteintes de maladies chroniques à domicile. Vous m'avez demandé de citer des exemples. Je vais vous citer à titre d'exemple des hôpitaux interconnectés. Je vous cite le cas de la Grèce où nous avons installé une architecture de la téléradiologie intégralement web-based, ça veut dire basée sur le web, full web, pour relayer 43 unités. Aussi une autre expérience en Égypte où nous avons pu relayer plus de 100 hôpitaux avec une solution qui inclut une plateforme de réservation, consultation médicale à distance bien sûr, et pour la télémédecine, et aussi une interface d'interprétation pour la téléradiologie. Je vous cite, si vous voulez, aussi d'autres cas du secteur privé pour la télé-expertise, chose qui est importante. Alors, ce cas-là, il s'agit de radiologues privés. Et franchement, nous avons vécu de très belles expériences avec des radiologues privés égyptiens qui font de la télé-expertise pour l'hôpital Ar-Rahma qui se trouve à Djibouti et aussi pour un hôpital militaire qui se trouve en Somalie. Pour ce faire, pour réaliser tout ça, donc, nous avons installé dans chaque unité un mini-PAX routeur qui permet la transmission des images radiologiques, incluant bien sûr le dossier patient, un module de notification personnalisé par SMS ou par mail pour informer instantanément les médecins radiologues de l'arrivée de chaque requête. Ça, c'est très important. Par contre, de l'autre côté, là où ils se trouvent, les radiologues, nous avons mis à leur disposition une interface d'interprétation avec des écrans médicaux, mais aussi la possibilité de rapatrier les images tout en conservant et en maintenant la qualité d'image des examens, et afin de pouvoir procéder à un traitement avancé sur une workstation de leur choix. Donc, voilà, Monsieur Chawki, pour terminer mon intervention, je pense toujours que nous devons suivre la pratique anglo-saxonne dite follow the sun, qui également permettra d'améliorer la prise en charge des patients au cours des périodes de nuit, des nuits profondes, hein, pendant lesquelles l'activité est de plus en plus importante et l'attention du médecin décroît. Voilà, je vous remercie, M. Chawki. Très bien. Merci beaucoup, Hakim, et à tous les intervenants. C'est vrai qu'on a dépassé le timing qui était prévu parce qu'il y avait beaucoup de partages, de belles expériences et beaucoup de retours qui étaient de par les 5 intervenants. Donc, nous avons d'ores et déjà plusieurs questions. On va essayer de raccourcir uniquement 10 minutes pour répondre aux questions les plus importantes, enfin, toutes les questions qu'on peut, effectivement. Donc, je commence par, je dirais, la première question. Au fait, on revient sur, donc la question, il sera sur le modèle économique. Alors, effectivement,
est-ce que les frais seront moins conséquents pour les patients si on utilise la télémédecine? Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est un vœu à formuler. Je dirais c'est plutôt un vœu à formuler. Si on souhaite faire de la télémédecine, est-ce qu'on facture la même prestation, le radiologue facture la même prestation ou pas? Donc, c'est une question peut-être qu'on posera à nos amis radiologues. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont prêts à être rémunérés de la même manière qu'une consultation normale? Alors, peut-être pour Dr Ben Moussa et Professeur Ziwa, cette première question, modèle économique. Ouais, je pense que si on fait de la radiologie, on ne fait pas ça pour l'argent. Écoute, on est souple. Je pense, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus la téléradiologie. Il est réalisé pour des gens qui ne disposent pas déjà de radiologues. Donc, ce sont des gens, moi, je parle de la région de Maroc. Hein. Donc, ce sont des gens qui sont disponibles dans des régions qui sont dépourvues de radiologues. Moi, je pense qu'avec la Fédération des radiologues et tous les radiologues ne sont pas là pour faire de l'argent. Nous pouvons, compte tenu de nos associations de radiologues et tout ça, offrir même des services qui sont gratuitement ou juste pour être gérés, je pense, doit être géré par la fédération qui pourra donner des vacations à chaque médecin gratuitement pour aider les gens qui sont diminués. Mais je ne pense pas que si on rentre dans ce contexte d'argent, on va pas… l'argent, je pense qu'à un certain moment, n'a pas de valeur du moment quand on voit pour aider quelqu'un. Et surtout, vous avez vu en matière de Covid actuellement, donc autant de scanners qu'on dispose. Moi, je pense que juste il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, une relation et une communication entre les fédérations de radiologie et le ministère de la Santé. Ils ne sont disponibles à fournir nos services gratuitement ou gérés par la Fédération nationale pour des choses qui sont… Mais non, pour l'argent, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Juste, voilà. Donc, Okay. Du moment qu'on a des affaires qui tournent un petit peu et qu'on est satisfait, donc on n'a pas… On peut aider beaucoup plus pour faire de l'argent. Mais je pense que c'est un avis qui n'est pas le même pour tout le monde. C'est un avis défendant. Votre avis, moi, c'est mon point de vue. Hein. C'est aider les gens démunis. Moi, je suis là disponible pour offrir mes services gratuitement. Voilà. Très bien, parfait. Donc, ça sera noté, professeur Ziwa. C'est enregistré, ça sera noté. J'ai le projet de J'ai des passions pour Dr Ziwa. En tout cas, c'est bien noté. Merci beaucoup. Non, mais Docteur Moussa, Docteur Belkadi, Docteur Moussa, parce qu'ils sont des radiologues privés, donc on les laisse s'exprimer. Là, je rejoins tout à fait l'avis du docteur Ziwa, d'autant plus que les actes seront réalisés à distance. C'est-à-dire que nous, finalement, nous n'avons aucun frais et uniquement une réflexion intellectuelle. Et dans un premier temps, ça peut se faire effectivement dans le cadre de la gratuité pour faire démarrer le projet sans aucun complexe. Excellent, c'est de bonne volonté de la part de professeur Ziwa et docteur Moussa. Excellent. Docteur Belkadi. Moi, c'est juste pour dire, bien sûr, on est réjouis d'entendre ces propos, mais ça serait intéressant justement pour effectivement résoudre le problème des déserts médicaux, notamment pénurie des radiologues, d'avoir une relation institutionnelle dans le cadre d'un partenariat public-privé avec un cahier de charges pour que effectivement ce partage doit être fait et pour couvrir des zones complètement. Donc, pas que du bénévolat, parce que le bénévolat, à un moment donné, ça peut s'essouffler. Excellent, c'est de très, très bonnes résolutions. Franchement, on est fiers d'entendre ce genre de message. Merci beaucoup, Dr Belkadi aussi. Alors, deuxième question, effectivement, toujours par rapport à la télémédecine. Alors, justement, dans la communication aux patients, il y a une question qui se pose en disant que si vous devez apporter de mauvaises nouvelles aux familles des patients, allez-vous le faire à distance ou déléguer un confrère pour le faire en bonne et due forme? Parce qu'il faut quand même une manière de communiquer le résultat d'un diagnostic aux patients. Alors, toujours la question pour les radiologues, en fait, soit professeur Ziwa, soit docteur Ben Moussa. Oui, vas-y, je t'en prie. La loi marocaine, comme l'a précisé le docteur Belkadi, demande toujours qu'il y ait un professionnel de santé avec le patient avec le téléconsulté. Et donc, je pense que ça sera le rôle du téléconsulté de fournir, de communiquer avec le patient et à travers, évidemment, à travers nous. Et à la limite, on pourrait même envisager une visioconférence avec le patient si le médecin effecteur
à côté du téléconsulté le souhaitent. Très bien. Parfait. Moi, Merci. je rajoute juste, en général, la téléradiologie, ça se pratique, comme j'ai dit, dans une, c'est-à-dire en communication avec des techniciens qui travaillent dans des unités de santé, mais ces unités de santé sont toujours dotées par un médecin généraliste ou un médecin des urgences. Et donc, en général, quand on fait la téléradiologie, on communique avec le médecin des urgences qui peut effectivement se tenir à la famille ou nous transmettre l'information. Voilà. Excellent. Toujours dans le même sens, je pense que nos participants sont bien inspirés pour innover dans le cadre de la télémédecine. Il se pose la question, est-ce que dans les zones où il y a le désert médical, avec, notamment dans le milieu rural, est-ce qu'on peut imaginer mettre des bornes de téléconsultation avec un technicien chargé, soit il est localisé dans une pharmacie, une officine ou un dispensaire, pour les patients qui sont illettrés, qui n'ont pas accès à Internet dans ces milieux. D'ailleurs, ça rejoint une autre question d'un collègue basé en Afrique subsaharienne qui posait la question de la connectivité et tout ça. Est-ce que... Moi, oui. Alors, moi, pour ma part, justement, quand on a une approche santé publique et qu'on voudrait décloisonner les populations rurales qui n'ont pas facilement l'accès aux soins, le fait de trouver, je dirais, soit bien sûr des établissements de santé, dispensaires ou centres de santé non médicalisés où il y a des infirmiers, là c'est un peu le bon exemple, mais pour des endroits où il n'y a pas justement d'une offre de soins, il y a, je crois que les officines de pharmacie sont un peu implantées un peu partout dans le monde rural. Il y a plus de 12 000, je dirais, pharmacies. Et on a vu que dans d'autres cieux, ils ont joué un rôle très important, notamment en dermatologie et en suivi de certaines pathologies chroniques. Mais également aujourd'hui, nous avons une expérience qui est en cours et qui n'a pas encore rendu ses fruits. C'est un peu l'approche INDH qui s'intéresse, vu la dernière formule recommandée par Sa Majesté, où on s'intéresse à la mère et l'enfant, où ils vont avoir recours, là où il y a des populations, je dirais, très éloignées, loin des centres de santé, à des agents communautaires. Des agents communautaires qui sont formés, justement, et qui sont un peu l'intermédiaire. Ils vont jouer cette intermédiation, ils ont au moins une petite formation, l'utilisation du net, l'utilisation du dispositif, donc pour avoir au moins un intermédiaire qui peut accéder à ces populations. Excellent, excellent. D'ailleurs, ça répond à une des questions de Jules qui posait la question sur partager un modèle de mise en place comme projet pilote au milieu rural, avec des interventions en téléconsultation, téléexpertise, télésuivi, notamment dans la zone des zones où il n'y a pas de connectivité forcément, où il y a des problèmes de réseau GSM, ou détérioration état de route. C'est vraiment des populations isolées, sont vraiment dans des déserts médicaux, ce qu'on appelle le désert médical. Donc, ça va dans ce sens-là, docteur Belkadi, c'est ça? Exactement, tout à fait, tout à fait. Excellent. Alors, sur la connectivité, justement, là, je reviens vers Hakim. Par rapport à l'expérience de Djibouti, la Somalie, où effectivement, c'est dans des zones où c'est plutôt s'apparente à des déserts médicaux, qui peuvent être aussi au Maroc, hein, dans les régions marocaines, notamment rurales. Comment avez-vous résolu la problématique de la connectivité GSM? Je me rappelle, moi, il y a quelques années, j'étais dans une zone où il y avait une fibre optique qui a brûlé et pendant 3 jours, je ne pouvais ni appeler par téléphone, ni envoyer des emails, ni rien et tout. Alors, je me pose la question, si on veut faire de la télémédecine dans des zones à très faible connectivité, où le GSM ne fonctionne pas bien, où le CAL ne fonctionne pas bien, comment avez-vous innové? Comment pouvons-nous innover pour répondre à cette problématique? Hakim, peut-être? Alors, tout d'abord, si vous permettez, je vais juste rebondir très rapidement sur le volet de la rémunération pour la téléradiologie que vous avez évoqué tout à l'heure. Le véritable enjeu maintenant à l'avenir sera de ne pas tomber dans une téléradiologie low cost. Le jour où ça sera réglementé, ça permettra à des entreprises composées de techniciens et de radiologues de participer dans des appels d'offres pour gagner un marché, par exemple. Le principe, c'est quoi? C'est on pourrait conduire c'est de ne pas conduire à pratiquer des tarifs
les plus bas sur le marché afin juste de remporter le maximum d'appels d'offres et dévaloriser l'acte intellectuel du radiologue. Concernant la deuxième partie de votre question, franchement, nous ne sommes pas à l'abri d'une telle éventualité, d'une coupure d'Internet. Mais Dieu merci, par exemple, à Djibouti, l'hôpital, c'est une grande clinique Al-Rahma. Donc, elle a mis les moyens pour pouvoir mettre à disposition de nos ingénieurs plusieurs possibilités de connectivité et d'autres moyens de secours. Il y a même la possibilité de se connecter via les satellites, chose qui n'est pas disponible ailleurs. Et le deuxième cas que j'ai cité, il s'agit d'un hôpital militaire en Somalie. Donc, j'imagine que vous savez très bien que les militaires peuvent mettre à disposition toutes les recommandations techniques afin de mieux réaliser l'acte de téléradiologie ou de téléconsultation. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'est Hakim. Effectivement, la réponse de la connexion par satellite, c'était la solution que j'avais trouvée à l'époque pour pouvoir envoyer mes mails et recevoir effectivement des appels. Donc, peut-être, docteur Ben Abdallah, Abnasser, Justement, j'ai une question pour docteur Belkadi. Quels sont les freins et les limites liées au développement et à l'exercice de la télémédecine, sachant bien que toute nouvelle pratique affronte une résistance au changement? Les freins et les limites sont les mêmes freins et limites pour l'adoption de l'outil informatique comme un moyen justement de travail. C'est vrai, il va falloir former, sensibiliser et faire adhérer les équipes. Justement, la composante humaine est très importante pour qu'il y ait une adhésion. Sans adhésion, les gens ne vont pas adopter. Et là, aujourd'hui, on le remarque même dans des hôpitaux universitaires où justement l'adhésion à la solution informatique n'est pas un peu partout et qu'il y a des données médicales qui ne sont pas retransmises au niveau des DMP. Pour dire que l'adhésion des professionnels est très importante pour justement adopter la télémédecine. Excellent. Alors, Merci, docteur Abdallah. Alors, j'ai une question aussi qui me passionne par rapport à ça, la mise en place de la solution de bout en bout de télémédecine. Alors, effectivement, si nous souhaitons qu'il y ait une certaine fluidité de partage des images du dossier médical, ce que j'appellerais dossier médical des patients, on parle justement de dossier médical des patients, dossier patient informatisé, le fameux DPI, avec un identifiant commun et tout. Est-ce que, je dirais, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est du dossier médical informatisé? Est-ce que je peux imaginer que moi, Mounir Chouki, qui a son numéro de carte nationale, son numéro de CNSS, son numéro de mutuelle, je peux avoir un dossier médical informatisé dans lequel il y a tout l'historique informatisé de mes anciennes pathologies ou de mon ancien historique, où à chaque fois que j'y vais, peut-être au Maroc, peut-être à l'étranger, je suis en vacances, j'ai un souci, j'ai besoin de diagnostiquer, ben, j'ai qu'à brancher une clé USB, on me connecter sur un site internet, le médecin qui me reçoit à tout mon historique et puis c'est effectivement mieux orienter, mieux diagnostiquer en prenant connaissance de tout mon historique de dossier patient. Alors, où est-ce qu'on est? On en a déjà entendu parler depuis quelques années de dossier médical informatisé. Où est-ce qu'on est aujourd'hui et c'est pour quand que ça va être mis en place? Oui. Oui, docteur Belkadi, c'est pour vous. Très bien. Donc, effectivement, c'est là le challenge. Nous avons aujourd'hui au Maroc, pratiquement dans le secteur public, seuls les établissements universitaires qui sont dotés d'un système d'information hospitalier en bonne et due forme, où il y a un dossier patient. Lequel dossier patient évolue dans les arcanes, justement les arcades juste du CHU. Il ne sort pas des murs. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas prévu un dossier, un résumé de dossier, qu'on appelle le dossier, le DMPP, un dossier médical du patient partagé, où il y aurait l'essentiel des informations civiles et médicales, qui seraient dans le contenu, seraient hébergées quelque part, accessibles à travers Internet, où on peut remettre à tout patient qui est hospitalisé une petite carte, un passeport santé, une carte de santé électronique, où il peut, moyennant un mot de passe, justement accéder à son dossier. Comme il en est le seul propriétaire, il peut le partager avec qui il veut, avec les médecins qu'il va consulter, que ce soit au Maroc ou à l'étranger.
Je crois qu'il y a des projets en cours, on ne peut pas anticiper, mais aujourd'hui, cette vague de digitalisation de la santé il y a un bon vent justement pour une mise en place des systèmes d'information hospitaliers dans quelques régions du Maroc. Ce sont des projets pilotes. Et il y a également la notion de ce DMPP à mettre en place, mais on ne peut pas anticiper tant qu'il n'y a pas encore des résultats concrets. Très bien, parfait. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est en réflexion, qui est en pilote et que c'est quelque chose qui peut parfaitement avoir le jour je dirais, dans le court ou moyen terme, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, peut-être, Dr. Ibn Abdallah, tu voulais dire un mot, une dernière question peut-être, je ne sais pas. On a cerné tout le problème donc, concernant cette nouvelle pratique et la télémédecine. Il reste une dernière question concernant l'éthique et la déontologie donc, de cette nouvelle pratique, de ce sujet surtout sur le moyen terme, et le court terme et le moyen terme. Donc, question de déontologie d'éthique. Absolument. Alors, peut-être, Dr. Belkadi. Mais je crois que c'est évident, c'est la raison même d'être d'un médecin. Donc là, je pense que nous nous respectons et nous respecterons toujours l'éthique et la déontologie dans toutes nos activités médicales. Et là, c'est une chose qui n'est plus à discuter. C'est un peu le garant de cela est justement le Conseil national de l'ordre des médecins, qui en principe devrait être le garant, sensibiliser, former et revenir à charge pour qu'il y ait justement, il veille sur une éthique et une déontologie sans faille. En tout cas, super. Merci. C'est Mounir, moi j'ai juste un complément. Vous avez parlé tout à l'heure d'une clé informatique. Oui, comme il a répondu le docteur Belkadi, c'est une clé qui est disponible uniquement au niveau du CHU dans les centres un peu développés pour avoir cette clé. Oui, alors ma question aujourd'hui, on est en train de relever un grand sujet qui est d'actualité et très important pour l'avenir de notre pays. Est-ce que tu t'imagines, Mounir, avec l'arrivée aujourd'hui de la couverture médicale annoncée par Sa Majesté combien de nombre de patients qui va demander le flux des patients au niveau des centres de diagnostic et des centres de CHU? Tout à l'heure, M. Hakim il a parlé d'une couverture Internet. Moi, si je prends le Maroc, j'ai dit n'importe quoi. 50% des gens qui sont pris en charge dans les grandes villes par les radiologues. Moi, je ne parle que des radiologues. Hein. Et moi, je considère que 40%, ils ont une couverture Internet. Donc, il n'y a pas de problème de raison, mais ils n'ont pas une couverture de radiologue à distance. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec cette couverture médicale généralisée dans le pays annoncé par Sa Majesté, donc je pense que l'heure est arrivée pour que les radiologues assistent le développement. Et moi, je considère les choses, ils sont très simples. Pourquoi aller chercher des solutions ailleurs alors que les solutions, ils sont tout près? Chaque région, on a des associations, des radiologues de la région de Asfi, l'association de Casa, l'association du Nord, l'association de l'Ouest. Je pense qu'on peut assurer des gardes par semaine et assurer donc la couverture médicale, disons, qui répond à cette région, qui ne dispose pas du radiologue, qui disposent des santé publiques, c'est-à-dire des petits hôpitaux, et nous pouvons assurer par une plateforme de garde à travers l'association de cette région, assurer la couverture, et on aura un radiologue qui va avoir une garde d'une semaine sur 6 mois, 7 mois. Donc, je pense que c'est très faisable. Nous aurons déjà rendu un service à cette population. Donc, moi, je pense que la télémédecine aujourd'hui, la téléradiologie, attention, il faut se préparer avec la couverture médicale avec les gens, avec les problèmes de santé qu'on a aujourd'hui et avec cette couverture qui va encore engendrer beaucoup plus de 12 millions de personnes. Donc, ce n'est pas un nombre qui est facile. Il faut se préparer la plateforme médicale pour accueillir ces gens et les soigner dans les meilleures conditions. Je pense que c'est un point de vue. Excellent, excellent, professeur Zioua. C'est vrai que vous avez soulevé un point très intéressant qui est à la fois un enjeu et une magnifique opportunité pour notre secteur médical et de santé. L'arrivée de ce flux massif de personnes qu'on a besoin de prendre en charge
et tout le sens effectivement de la télémédecine et de ses applications. L'intérêt qu'elle porte actuellement, qu'il va porter à court terme et moyen terme est énorme par l'arrivée justement de cette vague. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle déjà pour notre pays que grâce à Sa Majesté, nous allons élargir la couverture médicale au plus grand nombre parce qu'un peuple qui est en bonne santé et bien éduqué, ben, c'est un peuple qui est épanoui, qui regarde vers l'avenir et je trouve que c'est extrêmement le bienvenu et je suis sûr que votre profession médicale, que ce soit nous en tant qu'industriels, laboratoire, ou que ce soit vous en tant que professionnel de santé, nous serons là effectivement pour y répondre à ces enjeux et en faire en sorte que notre pays soit une véritable plateforme médicale pour ses propres citoyens déjà, comme on l'a exprimé, et aussi pour tous nos confrères et les pays, notamment en Afrique subsaharienne, nos amis, dans lesquels nous sommes stratégiquement investis dans le cadre du co-développement, dans le cadre de la stratégie et de la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. En tout cas, c'est vrai que franchement, on est à 19h31, on n'a pas envie d'arrêter. Je vous assure qu'il y a 10 minutes, je me disais qu'on va recommencer un nouveau webinaire. En tout cas, je remercie, bravo, parce que là, beaucoup de participants sont restés, mais franchement, on a été beaucoup servis par vous. Je tiens avec le docteur Ben Abdallah Nasser à vous remercier énormément pour votre présentation. Il y avait de très belles recommandations, beaucoup de générosité dans le partage. Et je peux dire que, frère, franchement, à votre image, notre pays fier de vous avoir. Nous avons vu ce que vous avez vécu pendant le Covid-19, tout l'effort que vous avez fait pour aider votre pays, le Maroc, à travers cette crise. C'est impressionnant et ça a permis vraiment de remettre au centre la valeur ajoutée de la profession médicale et d'un secteur de santé qui était avant décrié et qui maintenant qui est très demandé et très sollicité et aussi très apprécié dans le cœur des Marocains après ce qui s'est passé dans le Covid-19. Mais en tout cas, nous espérons, Inch'Allah, que notre pays, je suis sûr que notre pays comptera sur vous, Inch'Allah, pour élever cet enjeu de mieux soigner, parce que les deux secteurs vitaux du pays, c'est quand même la santé et l'éducation. La santé étant primordiale, si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire, on ne peut ni produire, ni travailler, ni quoi que ce soit. Donc, en tout cas, nous apprécions énormément avec Siad Nasser votre intervention ce soir et nous apprécions votre amitié et je peux vous assurer que Promamec sera effectivement là pour contribuer à faire rayonner ces experts de la santé, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, pour le bien de notre pays et pour le bien de notre profession médicale. En tout cas, bravo pour vous tous et merci beaucoup. Merci à tous les participants qui sont restés jusqu'à 19h33, alors qu'on devait terminer à 19h. Ça méritait un deuxième match, un second round, mais pourquoi pas dans le futur, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants et je suis sûr et à tous les intervenants. Et merci beaucoup. Je vois les remerciements de tous les participants. Merci beaucoup, Dr. Abdallah, pour avoir modéré cette question. Et merci, chers amis, on reste en contact. Merci beaucoup, Si Hakim. Je sais que samedi, c'est un jour de congé chez vous dans votre pays. Donc, en tout cas, merci de s'être connecté aujourd'hui pour partager avec nous et notre partenaire Médensys. Et merci à tous, mes amis. Merci. Merci beaucoup. Fin de soirée. Fin de soirée également. Merci, Simone. On va dire une dernière chose que je voulais dire. En fait, je le disais déjà depuis le début un petit peu de la crise, à quelque chose malheureux. Bon, en fait, le Covid a mis la télémédecine en est l'exemple pur, et il a mis la santé et il a mis l'intérêt de la société au centre de l'actualité. On n'est ni le matériel, c'est l'être humain, c'est la société, c'est la santé. Voilà. Absolument, absolument. Vous avez tout dit. C'est le plus important. Là, on a de bonnes compétences, on peut être positif et on regarde l'avenir, Inch'Allah, avec positivité de notre pays, tant qu'il y a des gens comme vous pour nous assister, pour nous accompagner. Docteur Ben Moussa, peut-être vous voulez dire un dernier mot avant qu'on ferme? Là, je vous remercie pour ce webinaire qui est très, très réussi et on compte sur Promamec pour établir la première plateforme de téléradiologie. Excellent, Inch'Allah. Merci beaucoup, Dr. Ben Moussa. Peut-être Hakim, tu voulais dire un mot? C'est à mon honneur de participer à ce webinaire. J'espère qu'il y aura un second round pour pouvoir en discuter plus. Je vous remercie énormément. On t'entend pas très bien, mais le message est passé. Le message est passé. Hein. Merci.
Très bien, le passage est passé. Merci beaucoup. Peut-être, professeur Ziwa, tu voulais dire quelque chose? Dernier? Il avait déjà dit. Il avait déjà dit quand j'avais. OK. Très bien, très bien. En tout cas, docteur Belkadi, peut-être un dernier mot? Ça va, donc ravi, bien sûr. Et puis, un second round, parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique en cours. Exact. J'espère que l'Ordre national des médecins prend en charge cette question en organisant justement des forums pour avancer, que les personnes chargées de la législation puissent également faire évoluer ces textes et sortir une tarification le plus tôt possible pour qu'il y ait au même une adhésion justement à la télémédecine au Maroc. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, vous pouvez compter sur notre support. Nous serons là pour aussi pousser, accompagner tout ce qui permet à notre pays d'avancer. Nous sommes acteurs de cela et nous sommes à votre disposition aussi dans la mesure de nos moyens et de ce que nous pouvons faire. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt, Inch'Allah. Bonne fin de soirée. Merci également. Au revoir.